Imaginez une matinée comme les autres sur un plateau de télévision française. Les lumières sont crues, le café tiède, les invités arrivent avec le sourire poli de circonstance. Et puis, en quelques secondes, tout bascule. Une phrase de trop, un regard qui s'attarde une demi-seconde de trop, une voix qui monte d'un ton. Ce qui devait être une simple interview politique devient soudain un duel à fleuret moucheté, puis à l'épée, puis sans arme aucune. Juste les mots qui claquent comme des gifles. Le pays entier retient son souffle devant l'écran. On parle déjà de moment historique, de dérage incontrôlé, de fracture générationnelle en direct. Les réseaux s'enflamment. Les chaînes d'information tournent en boucle la même séquence de 30 secondes. Les éditorialistes s'écharpent pour savoir qui a commencé, qui a raison, qui a perdu la face. Pourquoi l'échange explosif entre Jean-Luc Mélenchon et Benjamin Duhamel a-t-il provoqué une telle onde de choc médiatique? Le titre, d'abord, est une arme. Quand les sites d'information ont publié, presque à l'unisson, des formules comme « Mélenchon humilie le jeune journaliste en direct »,« Duhamel détruit par le vieux lion »,« Clash générationnel », le coup de sang qui a fait trembler BFM TV. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ces phrases ne décrivent pas seulement un événement, elles le fabriquent. Elles transforment une altercation verbale en épopée. Un vieux tribun de 74 ans face à un journaliste de 30 ans, David contre Goliath, ou plutôt Goliath contre un David armé d'un micro et d'une arrogance qu'on dit héritée de son père. Le choix des verbes est calculé, humilie, explose, détruit, cloue le bec. Jamais discute, jamais répond, jamais argumente. Le public doit sentir le sang, la sueur, le tremblement de la caméra. Le titre fonctionne parce qu'il active immédiatement 3 pulsions françaises très anciennes. La fascination pour le vieux sage qui ne se laisse pas faire, la colère contre l'arrogance des élites médiatiques et le plaisir coupable de voir un puissant, quel qu'il soit, vaciller sous les coups. On clique, on partage, on commente avant même d'avoir vu la vidéo. Le titre promet du spectacle, du drame, une catharsis collective, et le spectacle est livré. Dans les rédactions, on sait que ce genre de formulation fait grimper l'audience de plusieurs centaines de pourcents en quelques minutes. Les algorithmes adorent la colère, la honte, le triomphe. Ainsi naît la légende d'un duel qui, alors qu'il ne s'agissait, au départ, que de 2 hommes dans un studio, l'un assis, l'autre debout, séparés par une table basse et 64 ans d'écart. Mais le titre va plus loin. Il cristallise aussi une fracture que tout le monde sent sans oser toujours la nommer. Celle entre une génération qui a fait mai 68, les grèves de 1995, les manifestations contre le CPE, et une autre qui a grandi avec les réseaux sociaux, les stages non rémunérés et la peur du déclassement. Mélenchon devient le porte-étendard du vieux monde révolté. Duhamel, le symbole d'un journalisme accusé d'être au service du pouvoir. Le titre ne dit pas seulement « ils se sont disputés ». Il dit « voilà le clash de 2 France qui ne se parlent plus ». Et ça fait vendre, ça fait parler dans les bistrots, ça fait hurler sur Twitter à 3 heures du matin. Ce que personne n'avait vu venir, c'est que derrière les éclats de voix se cachait un secret bien plus lourd, un secret que Jean-Luc Mélenchon porte depuis des décennies, et que ce matin-là, il a failli laisser échapper. On le sait peu, mais l'homme qui tonne contre les élites, qui parle de dignité ouvrière et de révolution citoyenne, n'a jamais eu d'enfant.
pas un seul. À 74 ans, il vit seul dans un appartement parisien du 10e arrondissement, entouré de livres et de souvenirs de campagnes électorales. Pas de photos d'enfants sur les murs, pas de coups de téléphone le dimanche au marché. Pour savoir si papa a bien mangé. Cette absence, il l'a toujours tue, ou presque. Quelques proches savent qu'il y a eu, il y a très longtemps, une femme, une grossesse, puis une décision douloureuse prise dans l'urgence d'une vie militante, qui ne laissait pas de place à la paternité. Ce jour-là, sur le plateau, quand Benjamin Duhamel, avec l'assurance d'un jeune homme qui n'a pas encore appris la fragilité, lui lance une phrase assassine sur ceux qui n'ont jamais eu à élever des enfants et qui veulent donner des leçons de morale au pays, quelque chose s'est brisé. Mélenchon a blêmi. Ses mains ont tremblé légèrement. Pendant 3 secondes, il a été à 2 doigts de tout balancer, de parler de cet enfant qui n'a jamais vu le jour, de cette femme partie en Espagne en 1978 pour avorter parce que la loi Veil venait juste d'être votée et que lui, jeune trotskiste, n'avait ni l'argent ni temps pour devenir père. Il s'est tu. Mais le silence a été plus éloquent que tous les cris. Depuis, les rumeurs courent. Certains affirment qu'il y aurait eu un enfant, élevé sous un autre nom, loin des caméras. D'autres parlent d'une fausse couche, d'une dépression jamais soignée. Ce qui est sûr, c'est que cette absence de descendance hante l'homme public. Elle explique peut-être cette rage parfois disproportionnée, cette volonté de laisser une trace autrement que par le sang. Quand Duhamel a touché cette corde-là, sans même le savoir, il a ouvert une plaie béante. Et la France entière a senti qu'elle assistait à quelque chose de plus grand qu'une simple engueulade politique. Le face-à-face entre un homme qui a tout sacrifié à sa cause et un jeune journaliste qui incarne, sans le vouloir, tout ce que Mélenchon n'a jamais pu ou voulu avoir. Une vie privée, une descendance, une forme de normalité. Mais la véritable douleur de Jean-Luc Mélenchon n'est pas seulement cette absence d'enfant. C'est aussi la solitude absolue dans laquelle il vit depuis 30 ans. Les camarades de jeunesse se sont mariés, ont eu des petits-enfants, ont pris leur retraite dans le Sud. Lui, non. Il n'a jamais pris de vacances plus de 10 jours d'affilée. Il n'a jamais eu de compagnon ou de compagne officielle depuis les années 1980. Ses relations amoureuses, quand elles existent, sont discrètes, éphémères, presque honteuses. Il dort peu, lit beaucoup, écrit des discours jusqu'à l'aube. Son appartement est un bunker de livres empilés, de dossiers, de cartes électorales. Il n'y a pas de plantes vertes, pas de cadre photo, juste un vieux poster de la révolution cubaine et une guitare jamais accordée. Ce matin-là, quand Duhamel lui a reproché de vivre dans une tour d'ivoire, il a ri jaune. Parce que la tour d'ivoire, c'est tout ce qu'il a. Et il le sait. Il sait que sa vie est un long sacrifice consenti, mais un sacrifice quand même. Il sait que les foules qui l'acclament dans les meetings ne viendront pas lui tenir la main quand il sera vieux et malade. Il sait que ses adversaires ont raison sur un point. Il n'a jamais eu à gérer les devoirs d'école à 6h du matin, les fièvres d'enfants, les disputes de couple. Cette solitude, il l'a choisie, mais elle le ronge. Et quand le jeune journaliste, avec sa belle assurance de celui qui n'a pas encore 30 ans, lui a jeté à la figure son célibat comme une insulte, Mélenchon a vacillé. Pas politiquement, humainement, pire encore. Il y a eu, quelques années plus tôt, cet accident de santé qu'il n'a jamais vraiment raconté. Un AVC léger, en 2018,
après la campagne présidentielle. Il était seul chez lui. C'est un voisin qui l'a trouvé par terre, incapable de parler. À l'hôpital, il a refusé que quiconque vienne le voir, sauf sa collaboratrice la plus proche. Pas de famille, pas d'amis intimes, juste des camarades politiques qui passaient sur autant coup de vent. Cette humiliation-là, il ne l'a jamais digérée. Quand Duhamel a parlé de vieillerie et de déconnexion, c'est à cet épisode qu'il a pensé Mélenchon. À ses heures seules, dans une chambre d'hôpital, à se demander si tout ça valait le coup. Ce jour-là, sur le plateau, il a failli craquer. Il s'est retenu, mais ses yeux rougis ont parlé pour lui, et des millions de téléspectateurs ont compris, sans pouvoir le formuler, qu'ils assistaient à la douleur d'un homme qui a tout donné à la politique et qui, au fond, n'a plus rien à perdre, rien à tosser. Les racines de cette explosion ne datent pas du matin où les caméras tournaient. Elles plongent bien plus profondément dans une haine personnelle qui couvait depuis 3 ans. Une haine que personne n'avait vue venir, pas même les 2 protagonistes eux-mêmes. Tout a commencé en septembre 2022, lors d'une émission nocturne sur BFM TV. Benjamin Duhamel, alors âgé de 27 ans, et déjà présenté comme le nouveau prince du journalisme politique, avait reçu Jean-Luc Mélenchon pour la première fois. L'échange avait été courtois, presque chaleureux. À la fin, hors antenne, le jeune homme s'était approché du vieux tribun pour lui serrer la main et lui glisser, avec ce sourire un peu trop lisse qui agace tant de monde. « Monsieur, vous êtes une légende, mais il va falloir vous habituer à ce qu'on vous traite comme un adversaire normal, pas comme un monument. » Mélenchon avait répondu par un regard glacial et une phrase qui, depuis, tourne en boucle dans sa tête. « Vous n'êtes pas mon adversaire, jeune homme. Vous êtes le fils de votre père. » Le père en question, c'est Patrice Duhamel, ancien patron de France Télévisions, ami des puissants, symbole d'un journalisme de cour que Mélenchon exècre depuis toujours. Depuis ce soir-là, chaque fois que Benjamin pose une question un peu trop agressive, Mélenchon entend la voix du père dans celle du fils. Chaque sourire poli du journaliste lui rappelle les dîners en ville, les postes distribués, les rédactions tenues en laisse. Et Benjamin, de son côté, a fini par comprendre qu'il porte, malgré lui, le péché originel d'être né du bon côté de la barrière. Il a voulu prouver qu'il n'était pas seulement le fils de, qu'il pouvait être plus dur, plus incisif que n'importe qui. Il a choisi Mélenchon comme terrain de jeu. Erreur fatale. Mais il y a plus grave. En mars 2024, lors d'un dîner privé organisé par un grand patron de presse, Benjamin Duhamel aurait, selon plusieurs témoins, tenu des propos particulièrement violents sur Mélenchon. Ce vieux clown va finir comme Castro, seul avec ses médailles et ses regrets. Quelqu'un s'est répété la phrase. Elle est remontée jusqu'au cabinet du leader insoumis. Depuis, Mélenchon attend son heure. Il a tout noté, tout classé. Il connaît les failles du jeune homme, la peur d'être réduite à son nom, l'angoisse de ne jamais être prise au sérieux, le complexe d'avoir été trop vite propulsé sous les projecteurs. Le matin du clash, quand Duhamel lui a lancé sa question sur ceux qui n'ont jamais eu à se lever la nuit pour un enfant malade, Mélenchon a senti que c'était le moment. Il a répondu par cette phrase qui a fait le tour du monde. « Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, et moi je sais exactement qui vous êtes. » Le public a cru à une simple insulte politique. C'était bien plus. C'était que la revanche d'un homme qui a attendu 3 ans pour rendre coup pour coup, mot pour mot, blessure pour blessure. Et puis il y a l'histoire de la lettre. Une lettre que Mélenchon avait écrite à Benjamin Duhamel
en janvier 2025, une lettre de 4 pages, manuscrite, où il expliquait calmement pourquoi il considérait que le jeune journaliste franchissait régulièrement la ligne rouge du respect. Il y parlait de son propre père, ouvrier chez Renault, mort à 59 ans d'un cancer lié à l'amiante. Il y parlait de la dignité. Il terminait en disant « Un jour vous comprendrez que le pouvoir que vous avez entre les mains n'est pas un jouet. » La lettre n'a jamais été envoyée. Mélenchon l'a gardée dans le tiroir de son bureau. Le matin du clash, quand Duhamel a poussé le bouchon trop loin, Mélenchon a pensé à cette lettre. Et il a décidé que les mots ne suffisaient plus. Il fallait frapper fort, en direct, devant des millions de Français. Ce n'était plus une interview. C'était un règlement de compte vieux de 3 ans, préparé dans l'ombre, exécuté avec la précision d'un vieux briscard qui n'a plus rien à perdre. En 24 heures, la France a basculé dans une forme de guerre civile cathodique. Les réseaux sociaux ont explosé dès la fin de l'émission. Sur Twitter, le hashtag #Duhamel humilié a atteint la première place mondiale en moins de 40 minutes. Sur TikTok, des adolescents qui n'avaient jamais entendu parler de Mélenchon avant ce matin-là ont commencé à reprendre ses punchlines en boucle, avec des filtres et des effets spéciaux. Dans les groupes WhatsApp des quartiers populaires, on se passait la vidéo en disant « Enfin quelqu'un qui remet ses journalistes à leur place ». Dans les salons parisiens, on pleurait la mort du débat démocratique. Les chaînes d'information en continu ont fait ce qu'elles savent faire le mieux. Elles ont invité les mêmes 10 éditorialistes pendant 3 jours pour répéter que c'était grave, c'était historique, c'était la fin d'une époque. Mais le plus fascinant, c'est la fracture générationnelle qui s'est révélée au grand jour. Les moins de 35 ans, dans leur immense majorité, ont pris le parti de Mélenchon, pas forcément par adhésion politique, mais parce qu'ils ont vu dans Duhamel le symbole de tout ce qui les étouffe. Les stages gratuits, les loyers hors de prix, les parents qui leur disent « Tu as de la chance d'avoir un CDI ». Pour eux, le vieux tribun qui envoie balader un journaliste bien né, c'est une forme de justice poétique. Les plus de 50 ans, eux, ont majoritairement condamné Mélenchon. Ils ont vu dans son coup de sang l'arrogance d'un homme qui refuse le débat, qui ne supporte pas la contradiction. Résultat, des repas de famille qui ont tourné au vinaigre, des couples qui se sont disputés, des amis d'enfance qui se sont bloqués sur Facebook. Les féministes se sont divisées en 2 camps. Les unes ont accusé Mélenchon de violence symbolique, de s'en prendre à un journaliste plus jeune, plus fragile. Les autres ont salué le fait qu'un homme de pouvoir ose enfin dire à un autre homme de pouvoir que son privilège pue. Les syndicats ont applaudi. Les patrons ont pleuré. Les profs ont montré la vidéo en cours d'éducation civique pour parler du respect et de la liberté d'expression. Et la moitié des élèves ont applaudi Mélenchon. L'autre moitié a trouvé qu'il avait dépassé les bornes. Même à l'étranger, on en a parlé. Le New York Times a titré « The Last Roar of the French Left ». The Guardian a parlé de « Generational Earthquake ». En Espagne, en Italie, en Grèce, les mouvements de gauche radicale ont fait de Mélenchon un héros. Aux États-Unis, les réseaux de droite ont partagé la vidéo en disant « Voilà ce qui arrive quand on laisse les socialistes parler trop longtemps ». Bref, en 48 heures, le clash est devenu un événement mondial, un miroir tendu à toutes les fractures de la société française, et même au-delà. Pour Benjamin Duhamel,
Les conséquences ont été immédiates et brutales. Le soir même, il a reçu des milliers de messages de menaces. Sa boîte mail a explosé. On a retrouvé son adresse personnelle sur des forums. Sa mère a dû débrancher son téléphone. Pendant 3 jours, il n'a pas dormi. Il a pleuré dans les toilettes de la rédaction, seul comme un enfant. La direction de BFM TV l'a mis à l'écart, pour sa sécurité. On lui a proposé un congé. Il a refusé. Il est revenu à l'antenne 1 semaine plus tard, le visage fermé, les traits tirés, mais avec une détermination nouvelle. Il a compris, ce soir-là, que le métier qu'il avait choisi n'était pas un jeu, qu'on pouvait vous adorer un jour et vouloir votre peau le lendemain. Il a perdu 10 kilos en 1 mois. Il a commencé à voir un psychologue. Il a arrêté de sourire à l'antenne. Paradoxalement, sa carrière a décollé. Les gens qui le détestaient avant l'ont détesté encore plus, mais ceux qui l'aimaient l'ont pris en pitié, puis en affection. Il est devenu le symbole d'une jeunesse journalistique qui ose, qui prend des risques. On l'a invité partout, chez Cyril Hanouna, chez Yann Barthès, chez Léa Salamé. Il a refusé les plateaux People, mais il a accepté les grandes interviews politiques. Il a gagné en gravité ce qu'il avait perdu en légèreté. Aujourd'hui, à 30 ans, il est considéré comme l'un des intervieweurs les plus redoutés de la place de Paris. Mais il porte une cicatrice. Il ne regardera plus jamais Mélenchon dans les yeux de la même façon. Et il sait que, quelque part, il a payé le prix pour entrer dans la cour des grands. Pour Mélenchon, l'histoire est plus ambiguë. Dans les sondages, il a gagné 10 points chez les moins de 30 ans en 1 semaine. Sa cote de popularité globale a grimpé de 8 points. On l'a invité au journal de 20 heures, chose qui ne lui était pas arrivée depuis 2017. Les meetings ont fait le plein. Les jeunes ont commencé à scander « Duhamel, Duhamel, on t'a mis la misère » sur l'air des chants de supporters. Mais il a aussi perdu quelque chose d'essentiel, la possibilité de passer pour une victime. Désormais, quand il montera sur un plateau, on attendra le coup de sang. On le surveillera. On le provoquera exprès. Il est devenu, malgré lui, le vieux lion qu'on exhibe pour voir s'il va encore mordre. Et puis il y a eu cette confidence, un soir de novembre 2025, lors d'un dîner avec quelques proches. Il a bu 2 verres de vin rouge, chose rare, et il a lâché « J'ai gagné la bataille, mais j'ai perdu la guerre. Ils ont enfin compris que je suis prêt à tout. Maintenant, ils me craindront, mais ils ne m'aimeront plus jamais comme avant. » Il avait les larmes aux yeux. Personne n'a osé parler. On a juste baissé la tête, parce qu'on savait tous qu'il avait raison. Il avait gagné le respect par la peur. C'était tout ce qu'il lui restait. 1 an après, les traces sont encore partout. Benjamin Duhamel ne fait plus d'interviews politiques avant 22 heures, par mesure de sécurité. Il voyage avec un garde du corps. Il a déménagé 2 fois. Il ne répond plus aux messages privés. Il a écrit un livre. Un livre qui sortira en 2026, où il raconte tout. La peur, les menaces, la dépression, mais aussi la fierté d'avoir tenu bon. Le livre s'appellera « Face au lion ». Il y aura un chapitre entier sur Mélenchon, un chapitre qu'il a réécrit 15 fois, parce qu'il ne sait toujours pas s'il doit haïr ou admirer l'homme qui a failli le détruire. Jean-Luc Mélenchon, lui, a annoncé qu'il ne se représenterait pas en 2027. Il a 75 ans maintenant. Il passe ses journées à écrire ses mémoires, seul dans son appartement du 10e arrondissement. Il a fait poser une plaque sur sa porte. Ici vit un homme libre. Il ne reçoit presque plus personne.
Ils regardent parfois la vidéo du clash, tard le soir, avec un verre de rhum à la main. Il sourit, il pleure aussi parfois, il sait qu'il a marqué l'histoire, mais à quel prix? Il sait qu'on se souviendra de lui comme du dernier grand tribun, mais aussi comme de l'homme qui a fait trembler un jeune journaliste en direct. Il sait que c'est à la fois sa plus grande victoire et sa plus grande défaite. Et la France, elle, continue de se déchirer sur ce moment précis de 37 secondes où deux hommes, séparés par 44 ans et par tout le reste, se sont regardés dans les yeux et ont compris qu'ils ne se comprendraient jamais. Ce moment est entré dans la légende. On le montre dans les écoles de journalisme pour dire « Attention, ça peut déraper ». On le montre dans les réunions de la France insoumise pour dire « Voilà ce qu'est le courage ». On le montre dans les dîners en ville pour dire « Vous voyez, la gauche est devenue folle ». 37 secondes qui ont changé deux vies et qui, peut-être, ont changé la nôtre aussi. Parce qu'on a tous compris, ce matin-là, que derrière les mots, il y avait des blessures. Et que parfois les blessures font plus de bruit que les idées. Alors oui, on peut continuer à débattre pour savoir qui a eu raison, qui a eu tort, qui a gagné, qui a perdu. On peut refaire l'histoire 1000 fois, découper la vidéo image par image, analyser chaque intonation, chaque regard. Mais au fond, ce qui reste, c'est autre chose. C'est l'image de deux hommes seuls face à leur destin, l'un qui a tout sacrifié pour ses idées et qui n'a plus rien à perdre, l'autre qui a tout reçu trop vite et qui doit maintenant prouver qu'il mérite sa place. C'est l'image d'une France qui se regarde dans le miroir et qui n'aime pas ce qu'elle voit. C'est l'image d'un pays qui préfère le clash à la discussion, la colère à la compréhension, le spectacle à la vérité. Et nous sommes là, au milieu, à regarder cette tragédie se jouer sous nos yeux, à prendre parti, à hurler, à pleurer, à rire mais aussi parfois. Parce que c'est ça, la France, un grand théâtre où les passions sont toujours plus fortes que la raison. Un théâtre où un vieux lion peut encore faire trembler un jeune prince, et où un jeune prince peut, en une phrase, faire vaciller un vieux lion. Un théâtre où, finalement, personne ne gagne vraiment, mais où tout le monde, au fond, se reconnaît un peu, parce que nous sommes tous, quelque part, un peu Mélenchon, et nous sommes tous, quelque part, un peu Duhamel. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'oubliera jamais ce matin de novembre où deux France se sont regardées dans les yeux et ont compris qu'elles ne se supportaient plus.